c'est maintenant l'heure. Dans toute liberté, vous le savez, sur LCI. Merci à la matinale. On vous retrouve demain à quoi, 5h58 5h55 même. À 55. Ah là là. Vous ne reculez devant rien. Allez, en toute liberté, une heure de décryptage et de débat sans tabou et sans langue de bois. En somme, en toute liberté. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France, dans ce pays où l'égalité est une devise, la mixité un étendard et où Albert Camus pose un principe moral, un homme ça s'empêche. On découvre en 2025 qu'il faut finalement s'empêcher d'être ensemble. Salle de sport réservée aux femmes, créneau de piscine réservé aux femmes, soirée entre femmes et désormais proposition très sérieuse des wagons réservés aux femmes aussi dans le RER. Pas pour faire plaisir aux 31 000 signataires de la pétition qui le demandent, non. Officiellement pour la sécurité, officieusement pour avoir enfin un trajet où personne ne vous colle, ne vous frôle, ne vous dévore du regard et ne vous souffle dessus comme un taureau asthmatique. Et c'est là que la France est brillante, on ne règle pas le problème, on l'aménage, on repart un wagon, on pose un créneau sûr, on invente un non-mixité à horaire fixe, comme si la sécurité est devenue un service public à la carte. Une marche arrière historique, silencieuse, tout en pudeur. On pensait protéger les femmes en changeant les hommes, on finit par protéger les femmes en éloignant les hommes. C'est peut-être efficace, mais c'est aussi très discrètement une ségrégation de genre. Finalement, la mixité en 2025, c'est comme les lignes du RER, elle existe toujours, mais avec des perturbations sur l'ensemble du réseau. Ça n'arrive qu'en France. Asseyez-vous, les amis. Et moi je préfère les filles, femmes et meufs. Je me sens plus tranquille quand il y a des filles dans la teuf. Vous connaissez Marguerite? La chanson. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs et je me sens plus tranquille quand il y a des femmes dans la teuf. Ah, mais elle a fait la Starac aussi, Non. Ah bah non, bah oui. Ah oui. J'adore cette chanson. Non, là c'est Marguerite qui a gagné la Starac. Et Suzanne, fille virile. Et ce qu'elle dit... Fille virile, ok. Suzanne, c'est bien aussi. Ouais. Mais ce que dit Marguerite, c'est qu'elle préfère les filles, les femmes, les meufs, parce qu'en France, la non-mixité, c'est plus un phénomène marginal. Bonjour. Ah oui, je ne vous ai pas présenté, dis donc. Bonjour, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là? En fait, François-Olivier Gisbert. Je sais pas, bonjour, vous avez vu de la lumière. Vous êtes passé, mais vous êtes bien entendu, tout à fait invité, François-Olivier Gisbert, à partager cette heure avec nous. Merci, C'est magnifique de vous avoir. peur. Vous avez enlevé votre chapeau. Oui. Donc vous êtes éditorialiste, écrivain et auteur d'un très beau livre, Voyage dans la France d'avant, chez Gallimard. Tout seigneur, tout honneur. Valérie Trierweiler, c'est donc votre première avec nous sur ce plateau. Guillaume Audat, grand reporter chroniqueur international. Bonjour. Et Christophe Barbier, aka Pic de la Mirandole. On était en train donc de parler de ce principe de non-mixité. C'est une dynamique de fond, Valérie Trierweiler, ce principe. Mais je vois qu'il y a des salles de sport maintenant réservées aux femmes. Il y a eu la demande de piscine. Vous vous souvenez, déjà, c'était à l'époque de Martine Aubry à Lille. Et donc, elle avait accepté. Elle avait été obligée de revenir en arrière devant la polémique. Alors moi, je suis totalement opposée à ça. On est quand même arrivé dans un monde où hommes et femmes sont censés être à égalité et je ne veux pas de retour en arrière. Je ne veux pas... Moi je fais des choses avec des femmes, des copines, c'est génial, mais je ne veux pas d'un monde sans hommes où on vivrait chacun de notre côté. Merci. Alors, écoutez certaines femmes dans les salles de sport notamment. C'est une idée géniale de faire un endroit dédié aux femmes. On peut être libre de se mettre en sous-vêtements sans avoir ce regard pesant de certains hommes. Je ne généralise pas, bien sûr. J'ai jamais vécu personnellement de situation gênante avec des hommes, mais je trouve qu'en il y a une atmosphère qui fait qu'on se sent mieux. Je voulais me sentir libre en faisant mon sport. Et je me rends compte qu'ici, on est toutes différentes, mais on est là pour le même but. Non, je suis pas pour. Je pense que ça n'aide ni les femmes à se libérer, ni ça n'éduque les hommes vis-à-vis des femmes. En fait, pour moi, c'est pas une solution que de séparer les hommes et les femmes, quoi. Christophe Barbier, c'est flippant, non? Ah oui, c'est une société qui est en train de vivre une forme de séparatisme de ce côté-là. Mais et à quoi c'est dû? Deux choses. À quoi c'est dû? C'est dû à la peur. À la peur, puis à l'impuissance de l'État face aux agresseurs qui menacent les femmes. Et donc, comme on ne peut pas lutter contre les méchants, on va essayer de parquer les gentils, ou plutôt les gentilles, dans des wagons pour les protéger. Et ça, c'est mauvais. Après, que des femmes choisissent
pour certaines activités, constituer une sorte de club de manière positive, ça me va bien. Quand c'est de manière défensive, parce que on peut pas sécuriser le RER, alors on va mettre toutes les femmes dans un même wagon, puis tous les hommes pour un autre. Pour les prédateurs, c'est génial. Juste une chose, ça n'est pas à l'État d'éduquer les hommes, c'est aux familles, exactement, c'est aux parents. Moi, je suis mère de 3 garçons et je pense pas avoir un garçon qui se comporte mal avec les filles. Ça commence là, ça commence vraiment à la maternelle, enfin à l'âge des petits. Moi, ça me rappelle en fait une solution qui viendrait peut-être des Pays-Bas. En août dernier, une jeune adolescente, 17 ans, avait été agressée alors qu'elle rentrait de soirée. Ça avait entraîné évidemment un bouleversement au sein de la société, un questionnement sociétal extrêmement profond. Et l'idée, c'était pas comment mieux protéger les femmes, mais c'est comment nous, les femmes, on se réapproprie ce qui nous appartient, c'est-à-dire la nuit. J'ai pas envie de rentrer en taxi, j'ai pas envie de rentrer accompagné. J'ai envie que les hommes autour de moi soient mieux éduqués. Comment nous réapproprier la nuit? Ça avait donné lieu à un hashtag qui avait été énormément partagé et ça avait entraîné ce questionnement sociétal profond qui, peu à peu, parce que tout ne va pas très très vite, entraîne des changements au sein de cette société. On pourrait regarder du côté des Pays-Bas. Un homme, ça s'empêche. C'est ce que un homme, ça s'empêche, Camus. C'est Camus, ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, François-Olivier Gisbert? C'est une évolution à bas bruit comme il y en a d'autres dans la société française aujourd'hui, et je crois qu'effectivement le réflexe c'est de se battre, d'empêcher ça. La solution des Pays-Bas, on voit bien, il y a des pays qui commencent à résister en Europe, et je pense. Et vous l'attribuez à quoi, vous, François-Olivier Gisbert, cette lente On le voit très bien. Vous savez, vous avez un sondage ce matin dans le Figaro, qui est très intéressant de son point de vue. Et de ce point de vue, parce que c'est pas la société musulmane en soi, c'est pas les musulmans de France. Vous voyez bien, c'est plutôt la jeunesse. Et il y a d'ailleurs une rupture entre les anciens, enfin les musulmans de la première, deuxième, troisième génération. C'est quoi cette une du Figaro? Expliquez-nous. Ce sont les jeunes. Les jeunes, ils ont pas tout à fait la même mentalité. Ils veulent un islam rigoriste. Les jeunes, ils sont pour la charia. Ils veulent que la charia c'est au-dessus de la République, c'est-à-dire que les lois de l'islam soient au-dessus de la République. Vous voyez, c'est une sorte de régression effrayante. Ça peut pas marcher en France. Enfin, je crois pas. Ou alors, faut changer tout. Et ça, c'est vraiment le souci, quoi. Et vous avez, alors ça, moi, c'est le chiffre peut-être qui me frappe le plus. C'est quand même un quart de la jeunesse musulmane en France. D'abord, qui a des sympathies islamistes, bien entendu. Ça, une grande partie a des sympathies islamistes, mais dans cette partie-là, vous avez un quart des jeunes musulmans qui sont favorables aux frères musulmans. Les frères musulmans, tout le monde sait que c'est une secte de suprémacistes musulmans qui veulent prendre le contrôle de la France et des autres pays occidentaux. Donc, si vous voulez, tout ça, évidemment, pose problème et questionne, et évidemment, on se retrouve c'est en train de modifier à des histoires comme celle-là. Les règles de notre pays. On va en reparler tout à l'heure, parce qu'on va parler de votre livre. Il ne faut pas avoir peur de parler de ces problèmes. Je pense que moi, je suis pour... vous êtes régulièrement taxé de facho. Je veux dire, pas vous, mais quand vous parlez de ce problème... Ça, c'est tous les connards qui veulent surtout pas de débat, surtout il faut pas parler, surtout il faut pas stigmatiser, et c'est comme ça que les pays s'enfoncent. Quand il y a des problèmes, il faut les désigner. Et que répondre à la jeune musulmane qui dit moi je porte le voile parce qu'on me fout la paix dans le métro, dans la cité aussi, mais aussi dans le métro. Pas simple. On va en reparler ça. On va en reparler quand on va arriver sur le livre de François-Olivier Gisbert. À la une, numéro 2, Emmanuel Macron contre les narcos. Alors, Emmanuel Macron organise aujourd'hui, ce matin, une réunion consacrée au narcotrafic après quelques faits divers sanglants. Un adolescent grièvement blessé par balle ce week-end à Grenoble sur un point de deal, et puis à Marseille, l'enquête sur le meurtre du frère d'Amine Kessassi, le militant engagé contre le narcotrafic. Victor Topneau, vous êtes à l'Élysée. Qui a été convié par Emmanuel Macron, Victor ? Alors la réunion devrait débuter d'ici 1 heure au Palais de l'Élysée, et autour d'Emmanuel Macron, de nombreux ministres, Sébastien Lecornu, Laurent Nunez, Gérald Darmanin, mais aussi le procureur de la République de Marseille, car vous l'avez dit, il y a quelques jours, le frère d'Amine Kessassi a été assassiné à Marseille, le frère de ce militant donc engagé dans la lutte contre le narcotrafic. Cette réunion intervient quelques jours après cet assassinat. Autour de la table, les ministres avec le président de la République vont discuter notamment de la mise en
en œuvre de la loi narcotrafic qui a été promulguée en juin dernier et qui prévoit notamment l'installation d'un parquet national anticriminalité organisée, le PNACO, dès le mois de janvier prochain et qui renforce aussi le régime carcéral des narcotrafiquants. Tout l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de montrer que ce fléau du narcotrafic en France est pris très au sérieux jusqu'au plus haut sommet de l'État. Merci beaucoup Victor Topneau. Souvenez-vous de ce qu'il disait il y a quelques mois. En mars dernier, Emmanuel Macron était à Marseille pour le lancement de la première opération Place Net XXL dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Voici son constat. Nous sommes à la bataille. Et on n'a pas attendu d'ailleurs ces derniers mois. Et c'est pour ça que je ne saurais pour ma part céder à aucun discours de défaite. La situation, elle est très difficile. Elle est très difficile à Marseille, comme dans beaucoup de villes. La drogue est un fléau mondial, le narcotrafic est un fléau qui est croissant. Et donc, oui, la drogue est notre ennemi, nous l'avons dit dès le début avec beaucoup de fermeté. Et nous ferons tout pour lutter contre avec efficacité. Alors C'est honteux. Moi, je déteste cette façon de faire de la politique, c'est-à-dire sur le dos des tragédies, des petites tragédies et des grandes tragédies qui se déroulent sans arrêt autour du narcotrafic. Et cette histoire-là, vous savez, ces opérations XXL, absolument débiles, qui n'ont rien donné. Évidemment, les Marseillais, d'ailleurs, on les interrogeait, ils disaient ça va et il est reparti, il va nous laisser avec. Ah oui, vous vivez là-bas, vous? Oui, bien sûr. Et je voyais, les gens étaient choqués. Alors, il a cru faire une très belle opération sur place. En tout cas, les Marseillais étaient très choqués, il était pas content, il se fout de notre gueule. Et d'ailleurs, il n'est pas revenu, et c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire, on fait de la com. J'espère que ce qu'on voit, les images qu'on vient de voir, sont pas encore des opérations de com, parce que la drogue, vous savez, ça se règle avec des mesures. Bruno Retailleau avait lancé un truc, à mon avis, qui était excellent, c'est-à-dire, il faut traiter ça avec le renseignement. Il faut changer les méthodes, c'est-à-dire les écoutes, un travail qui a formidablement réussi les mêmes méthodes en France, contre le terrorisme. Et voilà, et qui réussissent en France formidablement bien. Il faut dire, en matière de terrorisme, quand même, je crois que là, c'est un domaine dans lequel on peut donner des leçons aux autres pays, parce que on se débrouille bien. Aujourd'hui, il y a plus de morts du narcotrafic que du terrorisme. Donc, il faut cette cohésion des services que nous n'avons toujours pas. Il faut ce parquet national contre la criminalité, ça, c'est évidemment. Bien aussi, bien sûr. Mais il faut aussi, il faut de la répression, c'est certain. Mais il faut aussi de la prévention. Vous vous rendez compte, 1 Français sur 4 reconnaît avoir fumé du cannabis. 1 sur 10 reconnaît avoir pris de la cocaïne. La drogue, aujourd'hui, c'est supermarché à ciel ouvert. On parle de Marseille, des grandes villes, mais c'est aussi dans les petites communes rurales. C'est absolument partout. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier le volet prévention sur les dégâts que fait la drogue. Et j'entendais tout à l'heure Christophe parler de cette nouvelle drogue qui arrive, le fentanyl, qui est absolument dramatique dans les dégâts. Je vais vous dire, le fentanyl, j'ai passé des vacances, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais cet été au Canada, à Vancouver, j'ai vu des zombies. De zombies. C'est des jeunes gens. Oui. Vous n'avez plus besoin de bombardiers, de B-52 ou de je sais pas quoi. Vous larguez des cachets de fentanyl dans une ville ou dans un pays. Une population. Mais c'est pas anesthésié, c'est vous la déchiquetez. Oui. Ils ont même plus ils ont même plus la capacité de tenir leur tête et donc c'est des hordes de types, des films de zombies. Des films de zombies. Mais voyez ce que vous avez vu, Anaïs. Pensez pas qu'il faudrait en faire des clips, les voir à la télé? On en voit pas mal, comme de temps en temps. Non, mais vraiment des clips de prévention. En disant, c'est à ça que vous voulez ressembler, c'est ça que vous voulez pour votre vie, c'est ça que vous voulez pour votre enfant. Ce qui est net, c'est qu'il faut être nettement plus offensif sur la communication et montrer par le menu ce que ça entraîne que d'aller dans les dégâts que ça fait sur les enfants, notamment dans les écoles, c'est-à-dire parfois, ce sont c'est définitif, quoi. C'est-à-dire toute leur vie, il faudra qu'ils gèrent ça parce que la drogue, la consommation notamment de cannabis, de weed ou tous ces noms qu'ils ont. Parce qu'ils ont, il y a des trucs pas bien, moins bien, etc. Mais de toute façon, c'est sûr que il faut à tout prix leur expliquer qu'il faut. Parce qu'ils prennent un risque énorme. D'autant plus en tout cas, plus ils sont jeunes, plus ils prennent un risque. Parce que ils peuvent se gâcher la vie. Le narcotrafic, Christophe, c'est 2 milliards d'euros. C'est une puissance incroyable. Ils sont en train de s'organiser comme une sorte d'État un peu fantôme, parallèle, avec une puissance de feu et une puissance financière incroyable. Et si je me souviens bien, dans la lutte contre le terrorisme, il y a eu le renseignement, il y a eu les écoutes.
Mais il y a eu aussi les frappes militaires à Daesh, sur le califat, pour éviter qu'ils nous envoient des commandos. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on doit faire comme Trump et aller bombarder des champs de pavots ici, des laboratoires clandestins là, c'est-à-dire faire la guerre? Lui, il bombarde des bateaux autour de la guerre dans d'autres pays. Voir des Il faut traverser l'Atlantique là, ou alors, ou peut-être le Maroc est un pays ami. Ah non, la diplomatie et la guerre, c'est compliqué. Qui font des go-fast entre le Maroc et Paris quand même peut-être. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas avec des radars qu'on les arrête. Donc, si on franchit la règle du droit, comme le fait Trump, en faisant sauter des vedettes, des bateaux, en violant le droit maritime international, on met le doigt dans un engrenage particulier quand même. Donc, on est un peu hémiplégique dans cette volonté d'utiliser tous les moyens. Oui, mais pas tous. Non, mais il y a des moyens qui peuvent être utilisés. Déjà, on lisait une coordination des services, des écoutes, ça ne se fait pas suffisamment. Démantèlement. Peut-être effectivement l'armée dans des quartiers nord où on sait qu'il y a du. Moi, je traverse. C'est pas tellement sa mission. Non, peut-être pas, mais moi, je traverse régulièrement une banlieue. Je les vois, les guetteurs au pied des immeubles. Partout. On les voit partout et on se dit, mais la police, forcément, elle le sait aussi. Alors, ça n'est pas qu'aux petits qu'il faut s'attaquer. Il faut aussi effectivement trouver les policiers, Valérie, là-dedans. Vous avez vu le film Bac Nord qui retranscrit très bien. Évidemment, j'ai vu. Mais quand on y met les moyens, regardez, quand ils ont arrêté les terroristes, ils y sont allés, je sais plus, on a entendu ce matin le nombre de coups de feu, ça a duré pendant 7 heures à Saint-Denis. Ça, c'est... Bon, voilà, quand les moyens sont donnés, ils peuvent arriver à des résultats. Guillaume ? Pour ce qui concerne les guetteurs, moi j'ai été frappé effectivement par ce fait divers qui est absolument édifiant, ce gamin mineur isolé. C'est affreux. Celui de 12 ans, qui est encore à l'hôpital en urgence vitale. Mineur isolé. Donc en fait, cet enfant-là, parce qu'il s'agit d'un enfant, en réalité, il est de nationalité algérienne. Il avait dit avoir eu plusieurs nationalités, plusieurs âges. Il avait été interpellé avec 75 grammes de weed, de shit et 25 grammes de cocaïne. Et ces gamins-là, comment est-ce qu'ils sont recrutés ? Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on cherche des guetteurs pour 100 balles, c'est comme ça qu'on dit, des brasseurs, c'est-à-dire des revendeurs pour 250 €, des ravitailleurs pour 150 €. Et l'idée, c'est, j'ai 14 ans, j'ai pas de logement, est-ce que je suis logé, est-ce que je suis nourri, je suis prêt à fournir de la main-d'œuvre. Et c'est vraiment des offres d'emploi que vous trouvez en 3 clics sur les réseaux sociaux. Donc oui, on peut faire de la prévention. Oui, on peut peut-être imaginer à un moment donné chercher à franchir les limites du droit ou ce que nous permet le droit, mais il y a un moment donné, il y a cet adversaire-là qui s'appelle les algorithmes multipliés par les réseaux sociaux et qui sont utilisés à plein à Grenoble, à Marseille, par les narcotrafiquants. Donc elle est où la réponse de l'État ? Peut-être qu'on aura quelque chose qui sortira de l'Élysée. Mais le discours sur les réseaux sociaux, c'est quand même un discours. Enfin, je trouve qu'on faudrait arrêter avec ça. Oui, il faut arrêter, mais enfin, c'est une arme qui est utilisée à plein. C'est le discours de Macron, d'ailleurs, c'est l'impuissance. Les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a des réseaux sociaux, parce que... je dis pas que c'est de l'impuissance. Je dis simplement qu'il faut mettre le paquet là-dessus, parce que c'est une arme. Mais c'est pas le seul problème. On sait que par rapport à la drogue, il faut jouer toutes les cartes en même temps. C'est-à-dire la prévention, la publicité, les écoutes, enfin tout jouer en même temps. À tous les étages de la fusée. Mais il faut faire quand même bien attention à comprendre de quoi il s'agit quand on a des adolescents qui sont soumis en fait en 3 postes à des contenus qui vous amènent vers des dealers qui vous recrutent ou des offres d'emploi. C'est ça qui se passe en ce moment en 2025. Et c'est quand même un phénomène qui est extrêmement inquiétant et sur lequel, moi, j'espère que cette réunion mettra aussi les moyens, en plus de tout faire à tous les étages. Ça, vous avez raison. Et c'est pas comme si on avait un budget pléthorique. Bref, on va revenir évidemment au fil de la matinée sur LCI, sur ce que l'État peut faire ou plus faire face au narcotrafic. Mais 9h17, une petite pause, changement d'ambiance. On va parler de votre livre, on va faire avec vous, François-Olivier Gisbert, un voyage dans la France d'avant. C'était mieux avant ou c'était vieux avant ? Allez, à tout de suite. De retour sur le plateau dans toute liberté avec François-Olivier Gisbert, Valérie Trierweiler, Christophe Barbier qui est toujours sur son portable parce que Christophe Barbier gère 57 choses à la fois, c'est inouï. Il est à la suite de l'information. Non mais il a 14 cerveaux, vous savez que les vaches ont 4 estomacs, Christophe il a 14 cerveaux, il peut faire des tas de trucs en même temps, c'est complètement dingue. Moi je l'observe avec beaucoup d'attention, d'admiration et j'apprends beaucoup à son contact. Et Guillaume Adamo aussi. Il fait 2 choses à la fois, je crois qu'il peut en faire une dizaine à la fois. Des multitâches. Alors que... On n'a qu'une seule vie donc il faut en avoir plusieurs.
plusieurs. Mais Franz a bien illustré aussi ce proverbe, parce qu'il a eu plusieurs vies. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ce matin, on a ouvert votre livre, enfin, on l'a ouvert dans la nuit, Voyage dans la France d'avant. Vous nous embarquez dans un pays où les usines fumaient, où les librairies prospéraient et où la tarte d'Elbeuf valait un programme politique et où, je cite, la France n'était pas encore la patrie du relativisme et du cynisme. Sauf que derrière la nostalgie, quand même, vous posez une vraie question. Et si c'était mieux avant, c'est pas nécessairement qu'un slogan réac, mais aussi un diagnostic de santé publique. C'est ça, non ? Oui, enfin, je dis pas que c'était mieux avant. Globalement, faut être con pour dire ça, quoi, parce que c'est. Enfin, vous le dites pas mal quand même. Oui, oui, bien sûr. Ah ben, sur certains plans, faut me laisser développer. Juste, c'est vrai que c'était pire avant, notamment du point de vue des totalitarismes, les 70 millions de morts de Mao Tse-tung, faut quand même pas oublier. D'accord, mais pas en France. Le nazisme, le communisme, en France aussi, le communisme qui avait pris le cerveau d'un certain nombre de gens. Et les maladies qu'on soigne mieux. Les maladies. Enfin, aujourd'hui, les accidents de la route. Je peux le dire parce que je suis à un âge où on fréquente quand même un peu les hôpitaux. Enfin, la médecine, c'est juste quelque chose d'incroyable, quoi. Quand on pense que aujourd'hui, que la médecine vous soigne les cancers du poumon. Vous aviez un cancer du poumon il y a 50 ans ou il y a même 30 ans, vous étiez quasiment condamné à la mort. Aujourd'hui, on va vous en sortir grâce à l'immunothérapie, etc. Bon, je pourrais continuer indéfiniment. Donc, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de glissement de la société, et d'ailleurs on vient d'en parler, c'est le sujet permanent, donc on peut pas dire c'est vieux con de dire qu'il y a des problèmes dans la société aujourd'hui, alors que ce sont les sujets qu'on évoque sans arrêt, l'espèce de régression par exemple sur la question homme-femme, on peut dire il y a une régression de la société. Moi il y a 50 ans, c'était la montée du féminisme qui a énormément apporté à la société, et aujourd'hui on voit très bien, qu'est-ce que sont devenus les féministes, sont les néo-féministes qui souhaitent envoiler toutes les jeunes françaises. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Je caricature à peine. Écoutez, Madame Rousseau, c'est quand même ça, le discours, quoi. Madame Rousseau se dit féministe. Donc, c'est ça. Et puis, de l'autre côté, évidemment, le narcotrafic, nous sommes confrontés à toute une série de sujets. Donc, peut pas dire que c'était mieux avant, mais franchement, c'est pas forcément mieux aujourd'hui sur tous les plans. Et puis, je dirais surtout, moi, quand je suis né, quand je suis arrivé en France plutôt, je suis aux États-Unis, je suis arrivé après, j'avais 4 ans. La France, c'était un grand pays, quoi. Un grand pays respecté. Oui, je suis un enfant du débarquement. Mon père a fait le débarquement d'Idet, etc. Et puis, voilà, et je suis né made in Normandie, comme dit la chanson. Et si vous voulez, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est que je pense que la France a été un grand pays. Et aujourd'hui, on voit bien qu'elle se défait sous nos yeux, sur certains plans, pas sur tous. Mais et là, je pense qu'il faut réagir. Moi, j'ai toujours été contre les gens qui disaient faut pas stigmatiser, faut pas désigner. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons jusqu'au plus haut niveau de l'État un président de la République qui vit dans un monde irréel, parallèle, je sais pas, et qui vous explique que tout va bien, que l'économie est flambante, que la croissance est considérable, alors que c'est vrai que c'est pas comme ça que les Français vivent les choses. Voilà, c'est tout. Oui, mais vous savez que l'optimisme en matière d'économie est très important. Si le président commence à vous dire tout va mal, les gens vont encore moins consommer, encore moins investir, encore moins déménager. Les gens ne sont pas des imbéciles. Les entreprises ne pas engagées. Valérie, bien sûr, les gens ne sont pas des imbéciles. Il faut leur dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire de la pédagogie. Et par exemple, on ne fait pas une réforme des retraites sans faire de pédagogie. Ce qu'on fait très bien un certain nombre de présidents, je peux revenir Giscard, Barre, etc. Rocard faisait de la pédagogie. Enfin, il y a toute une série d'hommes politiques, Premier ministre ou président, même Mitterrand d'une certaine manière. Pompidou, j'ai vu Pompidou, bien sûr, mais j'ai vu aussi, par exemple, la politique de rigueur. Quand on regarde les textes de Mitterrand, alors on l'attaquait beaucoup parce qu'il parlait pas de rigueur, mais enfin, il balance. L'actuel président de la République n'a pas dit le quart du quart de ce qu'a dit François Mitterrand au moment de la rigueur. Enfin, c'est un peu de sa faute, si on en est là sur les retraites aussi. Il a dit après moi le déluge, moi je fais la retraite à 60. Et vous avez raison. C'est à ceux qui viennent derrière moi de gérer la suite. Je suis pas en train de dire que c'était un grand président sur le plan économique. Oui, ça a même été le contraire. J'ai eu peur, j'ai l'impression que vous défendiez Mitterrand et la gauche, parce que moi j'ai quand même une impression. J'ai quand même une impression d'avoir lu un pamphlet anti-gauche dans ce livre.
Oui, mais ça c'est peut-être, disons, vos tendances quand même, comme je sais ça, pas. parce que je vais vous dire, Est-ce que vous avez l'impression que ce livre était plutôt favorable à la gauche? Mais non, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est la France. Je suis désolé. On va pas réduire la France à la gauche et à la droite. Excusez-moi. Mais sauf que vous dites quand même que c'est la gauche qui a ruiné la France. Ce qui est un peu vrai, pour nuancer votre propos, Valérie, c'est que vous exprimez une certaine tendresse pour Michel Rocard. Oui, bien sûr. Voilà. Rocard de gauche. C'est l'exception. Oui. Non, il y en a d'autres. Pierre Mauroy. Si vous lisez les livres, vous verrez. Non, ce qui vous irrite au plus profond, c'est l'esprit collectiviste. C'est-à-dire l'État partout, s'en remettre au collectif partout. Non, mais attendez, à la gauche, il y a une tradition, parce que ce que vous dites, je suis désolé de vous le dire, c'est inexact, puisque notamment sur la Révolution française, par exemple, c'est vrai que les pages sur Robespierre sont documentées. Je veux dire, vous avez sans arrêt des gens qui vous parlent de Robespierre, ils citent pas les textes. Moi, je suis un pauvre con, j'ai toutes les offres complètes, je regarde, je cite des extraits de discours de Robespierre, qui est un criminel, qui fait des appels au meurtre sans arrêt. Mais ça, c'est jamais dans les livres d'histoire, parce que c'est un personnage absolument parfait. Moi, je suis revenu au texte. Mais c'est pas parce que j'attaque la gauche robespierriste que j'attaque, par exemple, la gauche girondine. Mais la gauche girondine, je suis désolé, elle a été guillotinée, ce sont des victimes, elle a perdu, ils ont tous été tués. Ils ont été tués par Robespierre. Oui, voilà. C'est une époque où on tuait cette gauche-là. Mais cette gauche-là, elle me plaît. Elle me plaît. Bon, c'est vrai que c'est la gauche victime, la gauche qui est battue, mais c'est pas parce qu'elle est battue qu'elle me plaît, c'est parce que, non, c'est parce qu'elle professe des idées intelligentes. Et que ces gens-là, excusez-moi, à l'époque et encore récemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette gauche, elle est, elle est en capillotage. Elle est morte. Elle est morte. Enfin, elle est pas morte parce que elle vit encore au niveau local. Un peu. On voit bien. Il y a des élus, il y a des grands-mères ici ou là, socialistes, qui sont pas sur la ligne actuelle. Mais c'est vrai que la ligne actuelle, la gauche, s'est fait manger par les LFI. Je veux dire, idéologiquement. C'est-à-dire, ils sont là, fascinés comme lapins devant le bois, et c'est ça le sujet. Bon. Mais moi, j'ai pas écrit ce livre pour parler de politique politicienne, si vous voulez. Non, mais c'est de la politique essayé quand de même, suivre. Moi, c'est un peu le livre d'une vie, c'est-à-dire, je dis pas que je travaille dessus depuis 50 ans, mais j'ai ressorti toutes mes archives, etc. Et c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas et pourquoi ça va si mal. Et en espérant que ça va aller mieux, parce que je ne pense pas que la France est foutue du tout. Ouais. Mais c'est vrai, ce qui me rend fou, c'est de voir ces gens qui disent tout va bien en ne faisant rien. Enfin, vous voyez, vous regardez Macron, c'est toujours le même discours. Regardez ces belles images qu'on a trouvées pour illustrer votre livre. C'est vrai que c'était un moment. Alors bon, évidemment, la déesse, Bardot et Delon, c'était quand même ce qu'il y avait de plus beau au monde, ces deux-là. Et puis De Gaulle, excusez-moi. Et puis De Gaulle, ça avait. Et alors Zidane, vous avez un truc à dire sur Zidane, Guillaume? Non, mais j'ai beaucoup aimé donc votre chapitre consacré à l'immigration. Vous appelez La France et ses innombrables invités, que vous ouvrez avec l'histoire édifiante du père de Zinedine Zidane. Ismaïl Zidane. Voilà, et dont vous louez le livre, dont vous dites que c'est vraiment véritablement une réussite, cet ouvrage, plutôt que de déflorer ce que vous avez dit. Poétique en plus. Ouais, poétique absolument, mais dites-nous pourquoi vous avez tant d'admiration pour le père de Zinedine Zidane. Qu'est-ce qu'il raconte à la France d'aujourd'hui? Et en particulier, je vais aller plus loin, finalement, à la France de confession musulmane, parce qu'elle existe aussi, et elle a peut-être quelque chose à entendre de ce père. Parce que c'est un exemple d'intégration totalement réussi. C'est même c'est tellement beau, et je veux dire presque son livre vous met les larmes aux yeux. Non, mais vous avez vu que son fils a fait polémique récemment. En disant, je pars en Algérie, le fils de Zidane. Donc le petit-fils. Oui. Ah oui, de Smaïl. Il y en a qui partent à Singapour, d'autres à Chicago, lui il part en Algérie. Oui, mais enfin bon, cette jeunesse-là. Voilà. Mais c'est son droit. Mais ça, s'il part avec les valeurs républicaines, ça me va bien. Exactement, c'est pas je sais pas. Mais pour revenir sur le père, le cas du petit-fils, mais. Oui, pour revenir sur le père de Zidane, quel message il porte? Le message, c'est l'intégration. Moi, vous savez, il y a des pages très violentes sur, c'est vrai, l'islamisation, ça je le reconnais, je ne supporte pas l'islamisation d'une partie de la France, ce qu'un président de la République a appelé, un ancien président de la République a appelé la partition, quoi. C'est vrai que il y a un spectre de partition aujourd'hui. Il suffit d'aller à Molenbeek, en Belgique. Mais pas qu'à Molenbeek, à Roubaix aussi. À Roubaix, mais je veux dire, Molenbeek, c'est fini, parce que c'est une autre ville. On n'est plus en Belgique. Et en France, il y a encore des petites... on se dit qu'on est peut-être en France. Aller aussi dans certaines zones de la Grande-Bretagne, il faut dire les choses. Bon, et si ça continue comme ça et qu'on réfléchit pas, ça ne marchera pas. À un moment donné, ça ne marchera pas. Et là, si vous voulez, dans l'histoire de Smaïl Zidane, vous avez quelqu'un qui célèbre l'immigration, qui est arrivé en France
par hasard, qui a fait des boulots affreux. Il travaillait évidemment dans le bâtiment et il dormait à la Belle Étoile, enfin dans les bâtiments pendant. Bon, bref. Et puis après, il a fondé une famille avec une musulmane et kabyle, je pense comme lui. Et voilà. Et aujourd'hui, ces gens sont totalement intégrés. Et peut-être le petit-fils est allé en Algérie, mais franchement, moi aussi, ça m'est arrivé souvent d'aller en Algérie, et j'aime beaucoup aller en Algérie. Je vois pas où. Mais c'est fini, on peut y vivre aussi, c'est pas le souci. Une dernière question. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire souffrir justement beaucoup ces musulmans qui sont totalement intégrés et qui n'entendent parler que d'islamisation et de stigmatisation? À côté de ça, oui, il y a tout ce que vous dites, il y a une islamisation, mais il y a aussi des dizaines de milliers de musulmans qui sont totalement intégrés. Il faut les protéger de l'islamisation aussi. Je suis désolé de vous dire, mais qu'est-ce que je viens de dire? C'est exactement ça. Oui, mais vous parlez d'un cas comme ça. C'est je dis pas que vous ne le dites pas. Je dis, est-ce que nous, collectivement, on a... Ah oui, d'accord, mais c'est pas mon cas. Non. Est-ce que vous dites, comme Sylvain Tesson, pardon, Valérie, vous aviez fini, que la France est un paradis de gens qui se croient en enfer? Oui, ça c'est... Tesson a beaucoup trop de talent, parce que cette formule, j'aurais tellement aimé la trouver, parce que c'est vrai que la France, c'est pour ça, vous savez, l'immigration, je sais pas, c'est très violent sur ce que j'écris sur l'islamisation, mais pas du tout sur l'immigration. Moi-même, je suis immigré, je veux dire, je suis né de père américain, je suis né aux États-Unis, je suis arrivé ici, bon voilà, mais j'étais intégré. Mon papa, vous savez ce qu'il disait à la maison, hein? Ici, on parle pas anglais, parce que ma mère essayait de nous faire parler anglais avec lui, pour qu'on soit meilleur en anglais. Il disait, ici on est en France. Ah, c'est la même chose, moi. C'était des Italiens, la génération d'au-dessus, et ils parlaient français. Voilà, et on nous mettait, en plus, je ne veux pas faire mon Zemmour, mais on nous donnait des prénoms, on s'arrangeait pour que ce soit des prénoms français. Moi, je m'appelais Franz, parce que je suis né aux États-Unis, ils ne savaient pas s'ils allaient rentrer. Ils ont mis Olivier pour le cas où ils rentreraient. Et quand ils sont arrivés en France, c'est le début de mes problèmes psychologiques, quand ils sont arrivés en France, ils m'ont appelé Olivier. Alors je ne répondais pas. Après ils ont essayé Franz Olivier, je ne répondais pas. Et puis après, ils sont revenus à Franz, qui était mon prénom de départ que j'ai gardé, et je garde Olivier parce que de toute façon c'est en souvenir de mes parents, et puis c'est mon vrai prénom. Ah, magnifique. Bon, mais là c'est l'heure du carton rouge. L'immigration, si vous voulez, ça peut être une chance et ça peut être aussi un désastre. Exactement. Surtout quand elle n'est pas contrôlée. L'immigration française aujourd'hui n'est pas contrôlée. Vous regardez les pages dans ce livre, mais c'est effrayant de penser que... Mais pourquoi on ne donne jamais ces chiffres? C'est 500 000, 486 000 exactement, l'année dernière, qui rentrent entre le droit d'asile et les délivrances les primo-délivrances de titres de séjour. Ça fait 486 000. Vous rajoutez 200 000 ou un peu plus de 200 000 clandestins. Ça fait 700 000. Une ville comme Marseille qui arrive en France et qu'on n'intègre pas. Et on les envoie, ces gens, dans des hôtels que l'État loue, paye, on les met dans des écoles désaffectées, on leur donne des allocations, enfin, tout ça ne peut pas marcher et on va vers un désastre. Voilà. Et c'est pas le thème du livre, c'est l'un des thèmes parce que je pense que c'est un des thèmes importants. Et donc, tout le monde va le lire pour voir les autres thèmes, parce que là, c'est le moment du carton rouge. Ah bon? Ouais. Mais oui, parce que le carton rouge, c'est le Louvre, à nouveau dans la tourmente. Un mois à peine après le spectaculaire cambriolage dont il a été victime, le musée doit fermer cette fois toute une galerie au public par mesure de précaution. En cause, la particulière fragilité des poutres supportant les planchers de l'aile sud du quadrilatère Sully. Regardez ça, c'est-à-dire tout ça. C'est un rapport qui a été remis vendredi dernier, ça c'est les bureaux. Et en dessous, il y a l'aile campana qui est dédiée aux céramiques grecques et qui sera fermée sans doute à partir du 19 novembre. Qu'est-ce que ça dit encore du Louvre, Valérie Trierweiler? L'État a failli ou... Oui, bien sûr, l'État a failli, mais moi je pense aussi que sa présidente a failli, même si elle avait fait un rapport qui était sur le bureau d'Emmanuel Macron où elle disait qu'il y avait besoin de réflexion. Laurence Descartes. Moi, je n'ai pas compris qu'elle ne donne pas sa démission. Enfin, elle dit qu'elle a sa démission. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas accepté sa démission au lendemain de ce casse incroyable. Donc, mais c'est aussi le reflet de nos services publics. Là, on est quand même dans le musée le plus visité au monde. C'est quand même dingue. On a un joyau qui est ce musée. Les gens viennent du monde entier pour le visiter et on n'a pas mis les moyens
pour juste qu'il soit en état. Et à côté de ça, on a Emmanuel Macron qui prévoyait donc non pas de rénover ce qu'il fallait être rénové, mais de faire une nouvelle entrée pour quelque chose qui soit assez pharaonique. Mais en même temps, il est quand même un des rares présidents à ne pas avoir fait construire son propre musée. Hein, n'oublions pas. Il y arrive là, parce que justement, ça va venir. Dans le Louvre... Il reste pas beaucoup de temps. Il a la maladie aussi. Le Villers-Cotterêts, c'est pas son musée? Le musée de la langue française. En fait, oui, vous avez raison, mais enfin, si, Villers-Cotterêts, le musée de la langue française. Mais c'est pas à Paris, c'est pas. François-Olivier, c'est pas le musée Chirac, c'est pas le musée. Ouais, c'est pas le cas. Dans votre livre, vous décrivez une France qui se délite par petites fissures. Est-ce que vous auriez imaginé que même le Louvre vous donnerait raison? On en parle dans un instant sur LCI. À tout de suite. De retour sur le plateau dans toute liberté sur LCI avec François-Olivier Gisbert, avec Guillaume Audat, avec Christophe Barbier et avec Valérie Trierweiler. On parlait du Louvre alors qui joyau absolu du patrimoine français, qui cumule des casses et des casses dans tous les sens, puisqu'il y a le parquet qui menace de s'effondrer aussi dans l'aile Campana. Qu'est-ce que ça dit de nous, François-Olivier Gisbert? La France, alors je vais essayer de paraphraser, d'être aussi talentueux que Sylvain Tesson, ce qui est impossible, c'est que la France est un pays collectivisé qui se croit ultra-libéral. Parce que, on va dire, c'est la faute au libéralisme, etc. Mais regardez, 57% de dépenses publiques, c'est-à-dire par rapport à la richesse nationale, par rapport au PIB, ça veut dire que... C'est le pays le plus redistributif du monde avec la... Oui, forcément, on est le pays le plus redistributif. Alors après, vous pouvez avoir toutes ces personnalités d'extrême gauche déguisées en économistes qui vous disent que la France, c'est affreux, que les écarts ne cessent de se développer entre les riches et les pauvres. Bon, c'est la réalité, c'est ça. Et donc 57% de dépenses publiques, c'est énorme, et évidemment rien n'est géré, comme très souvent dans les pays communistes. Parce que la bureaucratie, les normes, les règlements, les trucs, et franchement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'argent pour le Louvre? Je veux dire, il devrait y avoir de l'argent pour le Louvre. Il y en avait, alors je vais faire, là c'était mieux avant, je suis désolé, quand on était à moins de 50% de dépenses publiques, et il y avait plus d'argent. On sait pas où va l'argent. C'est toujours la question que se posent les gens. Vous savez, en France, les Français de base, quand on leur parle, c'est souvent une question qui revient. Mais ils voient bien qu'on est ponctionné, tout le monde est ponctionné, et où va cet argent? En dehors des allocations. Il y en a de l'argent pour ce qui concerne le Louvre, puisque le rapport de la Cour des comptes avait signifié qu'en réalité, cet argent, il était plutôt fléché vers l'acquisition de nouvelles œuvres, de nouvelles salles, de nouvelles attractions, au détriment, de la sécurité, alors, mais dans le plan de la rénovation d'Emmanuel Macron, là, il y a cet argent, il y avait 400 millions. Il existe. Et d'ailleurs, je fais juste un tout petit lien avec votre ouvrage. Giacometti, il la connaissait probablement, cette aile Campana, et d'ailleurs Apollon, puisqu'il les connaissait toutes par cœur. Les ailes, il disait l'art, c'est un métier, et ça s'apprend, j'en sais quelque chose. Je connais le Louvre par cœur. Vous l'avez rencontré, Giacometti? C'est pas le seul artiste peintre d'ailleurs, parce que j'en ai rencontré beaucoup. Je pense à Rébérol, que j'aimais beaucoup aussi. Ouais, mais là, vous étiez adolescent. Il vous entraîne dans son atelier. Oui, mais là, c'est votre mentor. Alors tiens, voilà, c'était mieux avant. Regardez, petit gosse, j'ai 15 ans ou 16, je sais plus, mais je crois que c'est 15. La première fois que je le vois, après j'ai 16. Et parce que je suis allé souvent le voir après. Je frappe à la porte, j'avais écrit une lettre pour m'annoncer, évidemment. Quand on voyait l'état c'était 50 mètres carrés, c'était un gourbi pas possible, avec un mélange de papier, de trucs, de journaux, de statues, enfin c'était absolument incroyable le micmac dans lequel il vivait. Et il m'accueille très bien et il me dit viens petit, tiens je vais t'offrir il sortait il venait de se réveiller quoi, il était peut-être 10h du matin ou 11h. Viens on va aller prendre une omelette à la brasserie de rue d'Alésia. Et là je veux dire il est disponible, il me parle, il m'apprend des tas de choses pour la vie. Il me dit une phrase d'ailleurs j'ai découvert dans les papiers en cherchant les déclarations qu'il avait tenues, c'était n'en fais qu'à ta tête. Et j'avais entouré de ça comme c'est génial. Oui, je crois que c'est ma devise en fait. N'en fais qu'à ta tête. C'était donc et voilà et après si vous voulez sur ma lancée à l'époque je voulais pas être journaliste, je voulais être écrivain. Donc et si j'ai vous avez réussi les deux. Vous vouliez être artiste, peintre à un moment. Vous le dites à votre mère. Non, c'est lui qui voulait. Non mais votre mère vous dit ça ne rapporte pas. Oui, non. Je voulais être écrivain. C'était mon obsession et simplement lui il m'avait dit mais pourquoi tu viens pas travailler un peu avec moi, je t'aiderai etc. Mais bon de toute façon je disais je veux pas parce que vous l'avez rencontré comment? Parce que vous étiez fasciné. Je l'ai rencontré en 65.
Voilà. 65. Ça, c'est une réponse. En 1965. Et on passe. Et je l'ai vu, mais après, si vous voulez, parce que c'est ça, c'est la France d'avant. Après, je me dis, tiens, dans la foulée, tiens, il y a cet artiste merveilleux qui s'appelle Serge Poliakov, que j'adore, qui faisait des espèces de triangles de couleurs absolument magnifiques. Tiens, si j'allais le voir, je suis allé le voir. Il était très gentil, adorable, il m'a même donné une litho. Après, je me suis dit, tiens, je voudrais voir Le Corbusier, il m'intéresse. Ah oui, maintenant vous devriez. Maintenant, vous auriez les conseillers. Un mois après, d'ailleurs, mais il m'a pas donné trop de temps, mais il m'en a quand même. Maintenant, vous auriez les conseillers en com, les machins, les trucs qui vous disent, bah non, il peut pas. etc. C'est fini, Guillaume. Non, il y a peut-être pas l'idée de la transmission. N'en fais qu'à ta tête. On a oublié l'idée la transmission. C'est vrai. N'en fais qu'à ta tête. Et ça, Giacometti, il était dans la transmission. Et vous n'en faites qu'à votre tête. Le plus grand sculpteur du XXe siècle. C'est maintenant l'heure de la phrase qui fait du bruit. C'est d'une belle vie. La phrase qui fait du bruit, la phrase du jour, elle est signée comme d'habitude Donald Trump. Alors, écoutez ça, les républicains de la Chambre devraient voter pour publier le dossier Epstein parce que nous n'avons rien à cacher. Alors, petit rappel des faits pour comprendre ce qui se joue. Jeffrey Epstein, financier américain, a été inculpé pour trafic sexuel de mineurs, c'est pas rien. Il est mort en prison. Alors, plusieurs disent qu'il s'est suicidé, moi je sais pas trop. Donc, il est mort en prison en 2019 et son dossier compte des dizaines de milliers de pages. Le ministère de la Justice en a publié une partie, mais une proposition de loi qui est examinée cette semaine par la Chambre des représentants vient de déclassifier le reste. Jusqu'ici, Donald Trump s'opposait à la publication complète, mais dimanche, revirement total. Ouais. On est habitué à ça avec lui maintenant. Il appelle les Républicains à voter pour la publication intégrale en disant donc on n'a rien à cacher. Guillaume, qu'est-ce que ça dit tout ça ? Bon, coup de tonnerre, c'est spectaculaire. En même temps, c'était une promesse de campagne. Il avait dit l'État profond, Washington, les élites, il y en a marre. Moi, je vais tout dire, je vais tout montrer. Puisque vous me le réclamez, sa base MAGA, vous réclamez les dossiers de l'affaire Epstein, eh bien moi, je vais tout vous montrer. Il était un peu revenu en arrière parce qu'en fait, il pensait que ça allait passer crème, si je puis dire, mais il s'est aperçu, ça c'est le deuxième point, que certains de ses alliés, dont Marjorie Taylor Greene, une MAGA d'entre les MAGA, une représentante républicaine, pouvaient se retourner contre lui en disant... Oui, parce qu'attendez, il y a quand même des petits trucs. Il y a ce changement, il intervient aussi après la divulgation de nouveaux mails de Jeffrey Epstein, évoquant ses relations avec plusieurs personnalités, dont Trump. Le président niait formellement. Je ne sais pas si on va pouvoir voir le tweet, mais il dit, ah là, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Voilà. Je veux que tu comprennes que ce chien qui n'a pas aboyé, c'est Trump. La victime a passé des heures chez moi avec lui et il n'a jamais été mentionné. Il est quand même plus ou moins mis en cause par ces nouvelles preuves. Oui, ça laisse entendre ces mails qu'il savait à propos des filles agressées par Jeffrey Epstein, que d'ailleurs c'était l'un de ses amis. Il l'invitait à Mar-a-Lago dans sa résidence. Ils avaient des acoquinages communs, visiblement, d'après ces mails. C'est un feuilleton qui se poursuit. Donc il s'aperçoit, deuxième point, encore une fois, que ses alliés peuvent se retourner contre lui. Mais à mon avis, le plus vraisemblable, c'est il doit probablement savoir qu'il n'y a pas de preuves totalement accablante, et il y a quelque chose que je m'explique pas, c'est qu'en réalité, il sait également que cette histoire, elle finira par passer, et qu'elle ne prend pas en réalité. Elle ne prend pas. Comme on dit dans le Talmud Torah, elle ne l'atteint pas. Elle ne prend pas, et je pense que en divulguant tout le dossier, je pense qu'il y a quelqu'un qui sera sans doute plus gêné que lui, même si lui risque quand même d'être gêné. Il y a des photos, des tas de choses, enfin bon, bref. Mais Bill Clinton, il est vraiment jusqu'au cou, parce que lui, on connaissait quand même ses activités principales en dehors de la présidence. Il n'y avait pas seulement la petite affaire là qui lui a coûté cher. Monica Lewinsky. Oui, il y a eu... Ça rappelle Pasqua, un peu créer une affaire dans l'affaire et en fait voir une nouvelle affaire. Et donc, clairement, il y a un problème avec lui, comme un problème aussi avec son conseiller économique, un grand monsieur d'ailleurs, Larry Summers, ils ont quitté un certain nombre de fonctions déjà, qui s'est mis un peu en Tom Barak, l'émissaire au Moyen-Orient. Tout ça va. Voilà, il sait qu'effectivement ça va atteindre, ça va faire beaucoup de mal aussi au Parti démocrate. Exactement. Donc c'est ce que je voulais dire. Quand on a vu la photo, d'ailleurs, on a vu cette photo la semaine dernière qui a le sujet risque d'être maintenant tourné plutôt vers le Parti démocrate, encore qu'il y a quand même quelques éléments sur lui certainement. Ouais, les Anglais, les photos sont troublantes. Les Anglais, ils ont pas rigolé avec ça. Les emails qu'ils s'écrivent. Oui, les Anglais, ils ont pas rigolé avec ça. Andrew, il est quand même un peu jusqu'au cou là. Il est quand même. Ils lui ont retiré tous ses titres royaux. Voilà, on parle d'une cour royale, et la cour royale d'Angleterre, c'est quand même la plus respectée au monde et qui a déjà eu beaucoup de. Andrew était très associé à Jeffrey Epstein. Très associé, exactement. Oui, mais voilà, là, il est avec la jeune femme qui s'est aussi suicidée, Virginie Guivre, qui avait témoigné, qui a été
violée par ces hommes chez Jeffrey Epstein. Bon, les amis, je sais pas comment vous dire qu'il y a quand même de l'espoir. C'est la n'en faire qu'à sa tête, toujours. Toujours n'en faire qu'à sa tête, ouais. Il y a de l'espoir. Alors, c'est un petit événement dans notre quotidien, la carte vitale qui arrive sur nos smartphones. Et ça, vous allez être contents parce que c'était vieux avant, là, pour le coup. 28 millions d'assurés peuvent l'activer via différentes applications. Margot Perry et Julie Janus vous expliquent comment l'installer facilement, Franz-Olivier. On va le faire en direct. Ouais, faites-le en direct. Bah oui. En quelques clics, votre carte vitale peut sortir de votre portefeuille pour intégrer votre smartphone. Pour commencer, il faut télécharger l'application de l'assurance maladie nommée Carte Vitale. J'ai désormais téléchargé l'application. On me demande de me munir de ma carte vitale, de ma carte d'identité, ainsi que de mon adresse mail d'assuré. Choix d'un code secret, vérification de la pièce d'identité en comparant avec une photo en direct. En moins de 5 minutes, nous avons effectué la démarche complète plutôt facilement. Je n'ai plus qu'à attendre 48 heures pour obtenir mon QR code. Ensuite, pour me rendre chez mon médecin, il me suffira de mon téléphone. Mais en attendant que le processus se généralise, l'assurance maladie recommande tout de même de venir avec sa carte vitale physique. En cas de perte ou de vol de votre téléphone, pas de panique, la suppression de la carte numérique se fait facilement. C'était quand même un vrai sujet, cette histoire de carte vitale. Ça l'est toujours parce que la fraude sociale, c'est 13 milliards d'euros. Alors, elle est marginale sur la carte vitale, mais quand même, il y avait des cartes vitales surnuméraires. Il y avait des gens qui se font opérer 4 fois ou qui vont 4 fois chez le médecin. Enfin, ça. Et on avait fait un appel ici sur ce plateau. On a été entendu, Christophe. Vous vous souvenez ? Oui, mais enfin, la numérisation et la sécurisation par de la biométrie, c'est pas mettre ça sur un téléphone. À mon avis, les fraudes, elles pourront se glisser par le téléphone comme elles se glissaient par les cartes physiques qui circulaient. Peut-être un peu moins. Peut-être qu'on pourra repérer plus facilement les fraudeurs parce qu'on aura une traçabilité. Mais moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus drastique dans le contrôle des données de la personne qui utilise cette carte vitale. C'est ce que voulait Gabriel Attal à une époque où il était Premier ministre. Vous vous souvenez, il avait demandé qu'il y ait un croisement entre la carte d'identité. La CNIL veille aussi, non sans raison, au croisement des fichiers. Voilà. L'intelligence artificielle nous permettra de lutter contre la fraude. Là, il y a des choses qui sont voilà, il y a de l'espoir. Mieux maintenant. Et les fraudeurs l'utiliseront aussi. Oui, c'est une course permanente. Ne servez pas votre téléphone parce que. Oui, non, parce qu'il faut la reconnaissance faciale. Pas voler votre téléphone. Il faut la reconnaissance faciale pour que ça s'ouvre. Allez, merci beaucoup François-Olivier Gisbert. Merci à tous les trois d'être passés sur le plateau dans toute liberté. On se retrouve demain à 9h.